Entre nous, en politique, je suis assez vieux roulard pour savoir que rien n'est gratuit. J'ai compris qui c'était. On vous a vu il n'y a pas longtemps? À la TV? Mais oui. Ah oui, oui, oui. D'abord, merci Martine, merci Sandra, merci tout le monde de ce moment de dialogue qu'on ne va pas éterniser parce que les choses les mieux formulées sont les choses les plus courtes. En 2014, Bruxelles est mise dans un tout autre contexte socio-économique. On doit être bien conscient de cela. La 6e réforme de l'État que nous avons combattue, parce qu'elle portait des germes centrifuges, parce qu'elle entraînait inexorablement, vais-je dire, le pays vers le confédéralisme, cette 6e réforme de l'État, d'une part, a montré au niveau fédéral que les adversaires de l'État, les ennemis de l'État, sont aujourd'hui au cœur même de l'État et exercent des fonctions régaliennes. Mais la 6e réforme de l'État met aussi un certain nombre de régions devant leurs responsabilités. En réalité, la 6e réforme de l'État met les 3 régions devant ses responsabilités. Sauf que la région bruxelloise, plus encore que la région wallonne, et la région wallonne bien plus que la région flamande, ne sont pas sur un pied d'égalité en termes de ressources, en termes de richesse, et donc, bien évidemment, ce pseudo-pied d'égalité est une terrible épée Damoclès, notamment sur Bruxelles, parce que la 6e réforme de l'État prescrit qu'en 2025, les régions et la région bruxelloise devra être autonomes financièrement. Et donc plus question d'avoir et de bénéficier de transferts eu égard à sa situation sociale particulière. Or, la situation sociale particulière de la région bruxelloise est celle que vous connaissez. C'est la région la plus riche du pays, mais riche en termes de croissance du PIB national, en termes de création d'emplois, en termes de transferts économiques vers les autres régions, mais c'est aussi la région la plus pauvre, parce que c'est elle qui a le plus haut taux de chômage et qui a donc potentiellement le plus de difficultés à être autonome. En d'autres termes, on gomme le fait que la région bruxelloise contribue au développement économique de ce pays, comme les autres, mais nous, plus que par rapport à notre part dans la population, on gomme cet aspect-là et on dit dans 10 ans, vous devrez vous débrouiller, vous devez avoir trouvé une solution au chômage, vous devez avoir trouvé une solution à la relance économique, sinon, tant pis. Et tant pis, ça veut dire perte de moyens financiers et donc, je dirais, appauvrissement de l'ensemble des pouvoirs publics, de l'ensemble des structures bruxelloises et donc, bien évidemment, des citoyens. Voilà la situation objectivement telle qu'elle a été votée par la 6e réforme de l'État et qui nous place devant une échéance. Et c'est la raison pour laquelle DEFI et FDF, en 2014 nous appelions encore FDF, parce que nous sommes un parti né à Bruxelles, qui avons fait du combat bruxellois une exigence. Souvenez-vous, nous sommes nés dans les années 60 où précisément, une fois encore, Bruxelles était malmenée urbanistiquement, que Bruxelles ne bénéficiait pas des institutions, que Bruxelles était mise au frigo. Nous avons toujours et nous sommes toujours battus pour que les Bruxellois puissent gérer les compétences qui sont les siennes, les compétences de proximité, et nous nous sommes battus pour un État fédéral. Et donc, c'est dans nos gènes, cela. Et c'est la raison pour laquelle, en 2014, nous avons décidé de monter au créneau à travers une campagne qui était clairement de poser les enjeux. Les enjeux, c'est qu'on on est contraint, on doit relever ce défi de résoudre à terme le chômage de masse à Bruxelles. On doit résoudre le problème de la mauvaise gouvernance qui existait en région bruxelloise. On doit résoudre la nécessité de relancer la machine économique bruxelloise. C'est la raison pour laquelle nous avons exigé dans les négociations les compétences les plus casse-gueule. Et je me souviens, lorsque, véritablement, à un moment donné, le choix se faisait, mais
Est-ce que véritablement vous allez prendre l'économie, etc. Est-ce que c'est pas fou? Même en interne, au sein du parti, on dit enfin, est-ce que c'est pas casse-gueule? C'est pas mieux de prendre les transports en commun ou de prendre le logement et l'environnement comme on l'avait fait pendant 15 ans? Non, c'est notre exigence de politique. Il faut relever ce défi et nous avons la certitude que nous avons la possibilité d'enclencher une machine arrière et d'inverser ces tendances néfastes que sont le chômage de masse, la mauvaise gouvernance et je dirais une certaine apathie économique. C'est la raison pour laquelle on a exigé le poste de l'économie, on a exigé le poste de l'emploi. Et bien entendu, par son corollaire, on a exigé le poste de la formation, parce qu'on sait que l'emploi et la formation sont aujourd'hui deux compétences liées. Voilà, Sandra, le contexte. Et bien entendu, c'est depuis 3 ans que nous exerçons, que nous tentons d'exercer ces compétences. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Didier. Donc, en 2007, déjà, vous aviez publié un ouvrage qui s'appelle « Le défi social bruxellois ». C'était prémonitoire, d'ailleurs, puisqu'il y a quand même le mot « défi » dedans, le nouveau nom de notre parti, et qui jetait les bases, justement, de cette politique que vous menez actuellement. Et est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus des mesures concrètes qui ont été introduites depuis que vous êtes donc à ce poste? Et ensuite, je propose que donc le public pose des questions sur ce sujet-là, principalement, donc sur l'emploi. Et donc, effectivement, en 2006-2007, un petit ouvrage pas très prétentieux, d'ailleurs préfacé par notre ami Jean-Claude Daoust, posait ce diagnostic, avant même la 6e réforme, que s'il n'y a pas d'inversion dans les politiques de l'emploi et de la formation, si on ne revalorise pas un certain nombre de formations techniques et qualifiantes, si on ne sort pas de ce chômage de masse, si on n'améliore pas la gouvernance dans ses compétences, parce qu'à l'époque, la formation à Bruxelles était exercée par 2 ministres, la compétence économie et emploi était dissociée. Bref, il y avait au moins 3 ministres qui parlaient de ce qui nous paraît être un seul enjeu. On ne peut pas dissocier l'économie de l'emploi. On ne peut pas développer l'emploi dans une économie atone et on ne peut pas développer l'emploi si on n'a pas la maîtrise des politiques de formation. Effectivement, en 2007. Alors en 2014, je vous l'ai dit, le défi était colossal. De quoi avons-nous hérité? On a hérité d'un taux de chômage qui flirtait avec les 22-23%, le taux de chômage moyen, et on avait un taux de chômage des jeunes de 31% et un nombre en valeur absolue de demandeurs d'emploi de 111 000 demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, après 3 ans, et je vais être tout à fait objectif, ce n'est pas uniquement le résultat de notre politique, mais c'est, je l'expliquerai, quand même aussi en bonne partie le résultat de notre politique. Nous sommes encore avec des chiffres trop importants, avec un taux de chômage qui n'est plus de 22%, mais qui est de 16%. Au mois de mai, au mois de mai, puisqu'on est au mois de juin, donc fin mai, et le chômage des jeunes est passé de 31% à 22,4%, et nous avons remis au travail à peu près 14 000 à 15 000 Bruxellois qui aujourd'hui travaillent dans la dignité, ont un job, peuvent faire vivre leur famille et donc ne sont plus dans cette situation d'inquiétude qui évidemment est néfaste à la cohésion sociale bruxelloise. Donc mois en mois, nous redressons la barre. Comment avons-nous fait cela ? D'abord, cette diminution, elle est due, à mon sens, à quelques facteurs. Premier facteur positif, il y a une légère reprise, heureusement, économique européenne. Il faut le dire, et c'est le fait, je dirais, de la dynamique européenne. Et tant mieux, on était très bas. Deuxièmement, il y a sans doute, et même certainement, des mesures qui ont été prises au niveau fédéral et qui ont un effet positif. Et puis, il y a quand même une méthodologie qui a été mise en place en région bruxelloise. La méthodologie, c'est quoi? Et elle n'est pas encore parfaite. C'est que les personnes, et les jeunes en particulier, qui s'inscrivent dorénavant à Actiris, sont pris en main, sont guidés vers des formations, sont testés,
À ces jeunes, on donne des possibilités de stage, de formation, d'expérience professionnelle, de façon à ce qu'on les tienne à la culotte, comme j'en dis, pour éviter qu'ils s'enferment dans le chômage. Cet accompagnement, à mon sens, personnalisé, cette dynamisation auprès du monde économique et la conscientisation aussi au niveau du monde économique, que le monde économique doit jouer une part, notamment en accueillant des jeunes en entreprise, en incitant des formations, est incontestablement une clé de la réussite bruxelloise. Pourquoi cette clé de la réussite ? Si on prend la diminution du chômage qui se constate dans les 3 régions, on constate que la région bruxelloise performe 2 fois mieux que la région flamande et la région wallonne. Donc on peut considérer que l'impact de la croissance économique, l'impact d'une renaissance économique européenne et les mesures fédérales, ça va jouer de manière équivalente pour les 3 régions. Et puis, il y a quelque chose de plus qui fait qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, à Bruxelles, alors qu'il y a 3 ans, nous étions le mauvais élève de la classe, nous sommes encore, par rapport aux 2 autres régions, encore avec des chiffres de chômage plus importants. Mais si on nous compare par rapport aux grandes villes belges, c'est-à-dire Liège, Charleroi, Gand et Anvers, nous sommes aujourd'hui en coude à coude avec Gand, bien en deçà d'Anvers, bien en deçà de Liège et certainement bien en deçà de Charleroi. C'est-à-dire que Bruxelles, et il faut comparer des pommes avec des pommes, on doit comparer des économies urbaines à des économies urbaines, on ne peut pas comparer Bruxelles à la Wallonie qui a un tissu diversifié, ni à la Flandre. Eh bien, quand on les compare par rapport aux grandes villes, nous sommes, je dirais, pas encore les meilleurs de la classe, mais nous allons être les meilleurs de la classe. Et ça, c'est le résultat d'un accompagnement personnalisé que nous faisons, que nous menons par aussi une dynamisation, vous l'avez lu, de la plateforme Brulingua, l'encouragement aux langues. On a doublé le nombre de stages, on a doublé le nombre de formations, et donc on a atteint les objectifs de nombre de jeunes que l'on met en formation. Ça, c'est du réel, ça, c'est du vécu. Parce qu'incontestablement, il y a un lien entre la formation et l'emploi. Je vais être correct, je vous ai donné les 3 facteurs qui influencent positivement la diminution du taux de chômage. Il y a aussi un facteur négatif qui influence, hélas, le taux de chômage. C'est la politique d'exclusion qui a été menée par le gouvernement fédéral, entamée par le gouvernement fédéral précédent et accentuée par ce gouvernement fédéral-ci. Cette politique d'exclusion fait qu'évidemment, un certain nombre de personnes exclues ne se réinscrivent plus comme demandeurs d'emploi, échappent donc au chômage, améliorent les chiffres de chômage, mais cette situation, elle est commune à Bruxelles et à la Wallonie dans des mesures équivalentes, moindres évidemment en Flandre parce qu'on est dans des situations autres de plein emploi. C'est évidemment pas une solution, c'est la raison pour laquelle, je vais vous le dire, on a pris une série de mesures pour réattirer ces demandeurs d'emploi vers Actiris et donc de refaire augmenter peut-être le taux de chômage. Mais ce qu'il faut tenir en connaissance, c'est que le taux de chômage est une chose. La diminution du taux de chômage, vous devez analyser le taux d'emploi. Ça, c'est un critère objectif. Le taux d'emploi, c'est la population active, donc tous ceux qui sont en capacité d'être actifs, et puis on fait le rapport avec tous ceux qui sont au travail. Eh bien là, le taux d'emploi en région bruxelloise est celui qui s'améliore le plus, de plus 0,6%. La Belgique s'améliore de 0,2%. En Wallonie, ça plafonne et ça augmente légèrement à Bruxelles, c'est-à-dire que le taux d'emploi, c'est à Bruxelles que le taux d'emploi, là. L'amélioration du taux d'emploi est le meilleur, même si je reconnais qu'en comparant les taux, nous ne sommes pas encore au niveau de la Flandre et nous sommes presque au niveau de la Wallonie parce que nous avons du retard. Alors, les mesures que nous avons mises en place, c'est cet accompagnement. Mais c'est aussi une gestion un peu plus serrée autour des organismes d'emploi qui étaient souvent des administrations, et qui le sont encore un peu, des administrations qui roulent pour elles-mêmes.
Vous connaissez tous ce syndrome où l'administration, finalement, considère que ses objectifs, c'est son bien-être, c'est comment dire, ses propres intérêts, et que l'intérêt du citoyen, il passe en second lieu. Je pense que nous avons inversé cette dynamique d'une part. Donc c'est l'accompagnement, et ce qui va, je le pense, bouleverser, et j'en suis convaincu, et je mets d'ailleurs toute ma crédibilité là-dedans, parce que si je me plante là-dedans, au revoir, merci, j'aurais fait mon tour, mais je ne le crois pas. C'est le dispositif légal que nous venons d'adopter en commission et qui va être adopté la semaine prochaine au Parlement. C'est la réforme totale des aides de mise à l'emploi, c'est-à-dire les compétences que nous avons héritées du fédéral et qui sont aujourd'hui traduites de manière concrète, uniquement centrées vers les intérêts des demandeurs bruxellois. Je voudrais vous expliquer de ce dont il s'agit. Nous avons donc hérité de la 6e réforme de l'État des mécanismes d'aide à l'emploi qui étaient en vigueur dans l'État fédéral avant 2014 et qui portaient sur des montants de 216 millions par an. Qu'est-ce que nous avons constaté? Que, ces mécanismes d'aide à l'emploi étaient inefficaces. Ils étaient inefficaces, et deuxièmement, pour une bonne part, il y avait près de 40% de ces 216 millions qui partaient vers la Flandre et la Wallonie, à peu près 70 millions. Pourquoi? Parce que les aides n'étaient pas des aides ciblées. Première mesure, c'est que les 216 millions seront centrés à 100% sur les demandeurs d'emploi. Quels étaient les effets pervers dans les dispositifs fédéraux dont nous avons hérité? Premièrement, c'est que pour bénéficier d'une activation, c'est-à-dire d'une aide financière qui viendra soulager le coût salarial, donc un argument pour qu'une entreprise engage quelqu'un, c'est de pouvoir bénéficier de cette prime dont est porteur le demandeur d'emploi. Premier biais, c'est que l'État fédéral n'accordait de telles aides, qu'on appelle activa, qu'à ceux qui bénéficiaient d'allocations de chômage et d'insertion. Ça veut dire que pour l'État fédéral, leur objectif n'était pas de faire diminuer le chômage, parce que le chômage est constitué de personnes qui bénéficient d'allocations et de personnes qui ne bénéficient pas d'allocations. Et à Bruxelles, par exemple, il y en a près de 60 000 qui bénéficient d'allocations et 30 000 qui ne bénéficient pas d'allocations. Et donc, dans le système fédéral, c'était pas mettre à l'emploi, c'était faire diminuer le budget de l'ONEM, le budget du chômage. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui a motivé d'augmenter les exclusions. Les exclusions ont fait diminuer le budget des allocations de chômage. Et donc, qu'est-ce qu'on constatait? C'était que quelqu'un qui était exclu des allocations de chômage pour toutes sortes de raisons, parce qu'il est trop jeune, parce qu'il est trop âgé, parce qu'il n'a pas les bons diplômes, enfin, il y a toutes sortes, une série de clauses, il était pénalisé 2 fois. Non seulement il était exclu des allocations de chômage, mais on lui disait « t'es exclu et tu ne bénéficieras pas des primes, et donc, bonjour les dégâts, c'est pas demain que tu vas être engagé ». C'est un premier biais. Le deuxième biais, l'État fédéral disait quand quelqu'un est au chômage et qu'il bénéficie d'allocations de chômage, on lui disait écoutez, vous n'aurez votre aide qu'après 2 ans. Donc restez bien 2 ans au chômage et après vous allez pouvoir bénéficier d'une aide. Absurdité, évidemment, parce qu'il y avait des demandeurs d'emploi qui étaient motivés, qui avaient suivi des formations, qui avaient fait des stages, et après tout ça, on leur disait attendez encore 2 ans au chômage. Autant dire que la motivation, elle est détruite. Il n'y a aucune raison d'aller suivre des formations, il n'y a aucune raison de suivre des stages, de faire des efforts. Et en plus, en restant 2 ans, on perd les bénéfices de la qualification, de la formation. Ce sont des biais qui sont totalement gommés dans ma réforme qui va être adoptée. Dorénavant, celui qui va en formation, celui qui prend un stage dans une entreprise, l'entreprise, le jour 1+, l'entreprise bénéficiera de l'aide et il ne devra pas dire aux jeunes ou aux pas jeunes de dire écoutez, oui, ton profil m'intéresse, mais enfin, tu comprends, moi, je ne vais pas t'engager parce que tu n'es pas porteur de la prime, donc moi, je vais aller prendre un autre. Et donc, ça, c'est terminé. Il y a donc
une transition rapide qui doit être faite entre la formation, entre les stages, entre les gens qui sont motivés et l'emploi. Et le deuxième biais, c'est qu'aujourd'hui, ces aides vont être adressées à tous les demandeurs d'emploi. Moi, mon souci n'est pas de savoir qu'un demandeur d'emploi a une allocation ou n'a pas d'allocation. Mon souci est de savoir, il est demandeur d'emploi, donc il faut l'aider s'il est motivé, et pas lui dire, bah, tu as une allocation, ok, je t'aide, tu n'en as pas, bah, débrouille-toi et crève la gueule ouverte en d'autres termes. Ça, ce n'est pas notre choix. Notre choix, c'est d'aider tous ceux qui ont une motivation, qui font des efforts, qu'ils soient indemnisés ou qu'ils ne soient pas indemnisés, de façon à ce que, je dirais, il y ait un flux plus important. Je vais vous donner un autre exemple. Des restructurations d'entreprises, on avait entendu, les ING, AXA, etc., qui mettent un certain nombre de gens, souvent d'ailleurs âgés, au chômage. Eh bien, ou bien, au terme de la restructuration, l'autre placement fonctionne et on parvient à trouver un job pour les travailleurs qui sont renvoyés vers le chômage, ok. Mais pour tous les autres, qu'est-ce qu'on leur disait? Ben, vous allez au chômage, et puis, dans 24 mois, vous allez bénéficier d'une aide activa. Ça n'a pas de sens, encore une fois. Si un travailleur fait l'objet d'une restructuration ou d'une faillite, ce n'est pas parce qu'il a un problème, c'est l'entreprise qui a un problème. Et en principe, s'il est toujours dans l'entreprise au moment de la restructuration ou de la faillite, c'est qu'il est compétent. Sinon, il n'y serait plus. Et donc, on perd une compétence. Et bien là aussi, ces travailleurs-là, du jour au lendemain, ils sortent d'une restructuration ou d'une faillite. Ils sont, quel que soit leur âge, quelle que soit leur qualification, leur diplôme, peu importe, ils sont porteurs de cette prime. Ils peuvent donc directement et le plus directement aller vers l'emploi parce qu'ils présentent un avantage. Et enfin, le dernier correctif que nous avons apporté, c'est qu'on va encourager avec cette mesure la mobilité des demandeurs d'emploi bruxellois. Il est incontestable que notre marché de l'emploi ne pourra jamais absorber, je dirais, tous les demandeurs d'emploi aujourd'hui qui, hélas, sont encore en grand nombre non qualifiés. Nous n'avons pas la possibilité sur notre territoire de répondre à toutes ces demandes. Donc on doit encourager ces travailleurs à sortir de nos 19 communes, à aller travailler, qui en région wallonne, qui en région flamande, notamment dans les zones industrielles et économiques qui nous entourent. Aujourd'hui, c'était très difficile. Avec cette réforme, eh bien, le demandeur d'emploi bruxellois, il continuera à bénéficier de son aide, qu'il aille travailler en Flandre ou en Wallonie. Et ce faisant, notamment en Flandre, il va pouvoir bénéficier de la prime bruxelloise, mais l'entreprise bénéficiera aussi de l'intervention de la région flamande. Il va donc y avoir un cumul et il sera en situation plus favorable que le travailleur flamand ou que le travailleur wallon. Je pourrais vous expliquer pourquoi, mais de l'ordre de près de 15 000 à 16 000 euros de différence. Et donc, par ce biais, j'espère qu'un certain nombre d'entreprises situées autour de Bruxelles, et notamment dans la zone de l'aéroport, engageront, parce que dans cette zone-là, il y a beaucoup d'entreprises qui engagent des personnes à faible qualification, dans le nettoyage, dans la sécurité, etc., vont pouvoir, et parce que financièrement c'est intéressant, vont recruter davantage de Bruxellois. Je pense, et je termine par là, mon objectif, c'est clair, 22%, c'est encore de trop. Nous devons être l'économie la plus performante par rapport aux villes en Belgique. Au niveau du taux de chômage, nous devons atteindre le taux moyen européen. Ça sera l'étape pour cette législature, qui est de 15%. On y arrivera. Et donc, je crois qu'on redonne un peu d'espoir. Et avec cette réforme, on va redonner de l'espoir à ceux et celles qui sont aujourd'hui demandeurs d'emploi. Mais je ne nie pas que dans les 91 000, il y en a peut-être un certain nombre qui ne demandent qu'une seule chose et qu'on leur foute la paix au niveau du chômage. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce genre de discours-là. Mais s'il y en a 25 000 ou 30 000 qui ont envie, et c'est déjà énorme, eh bien, si on ne parvient à les mettre au boulot, eh bien, on sera revenu dans des standards acceptables en termes de chômage. Mais le travail sera encore à faire. Petite question justement par rapport à cette réforme. Donc le système actuel ou précédent était un peu hybride, donc donnait des aides non seulement à l'employeur
par des diminutions de cotisations au NSS, si je ne me trompe, et en plus une prime. Est-ce que ça va rester dans cet ordre-là ou est-ce que ça change, ça va changer radicalement? Alors, ce qui va changer, c'est que fini ce système hybride. Fini ce système hybride, on va recentrer tout sur l'aide aux demandeurs d'emploi. Quand je dis l'aide aux demandeurs d'emploi, c'est-à-dire, imaginez qu'il a un sac à dos et que dans son sac à dos, il est porteur d'une prime. Ça veut dire qu'il vient chez le patron qui veut l'engager, il dira « Attendez, moi, je suis porteur d'une prime qui viendra en diminution de la charge salariale. » La réduction aux cotisations NSS n'est maintenue que pour les travailleurs âgés. Les travailleurs âgés, c'est un problème dans notre société et ils sont pas en croissance. Enfin, au mois de mai, objectivement, ils ont cru de 0,2%, mais sur l'année, ils sont en diminution. Mais c'est sans doute il y a un signal là qui montre que, attention, on peut très bien résoudre le problème des jeunes, le problème du chômage de longue durée, mais on risque de se retrouver demain avec un problème avec les travailleurs âgés. Et donc là, j'ai décidé un effort substantiel. Il y aura une activation, la même que pour les jeunes, 15 900 € de réduction de prime, en d'autres termes, plus une diminution de cotisation patronale qui fera que pour un travailleur âgé, il y aura une réduction de l'ordre de 24 000 à 25 000 € dans le chef de l'entreprise, ce qui, à mon avis, devait être aussi un argument pour engager ou maintenir un travailleur âgé dans l'entreprise. Très bien, alors je propose de donner la parole au public tout de même, puisqu'on est là pour communiquer et dialoguer. Bon, premièrement, Monsieur le ministre, je suis très content de votre travail et je trouve qu'il était temps qu'on fasse vraiment quelque chose pour un peu booster Bruxelles. Donc c'est merveilleux. D'un autre côté, je suis un petit peu un observateur lambda et je vois certaines choses à ce moment-là que je ne comprends pas. J'ai trois petites choses à la limite. La première, pourquoi, si nous sommes une région à part entière, pourquoi veut-on toujours nous mettre sous tutelle? Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, vous me dites maintenant, tiens, on doit pouvoir se débrouiller tout seul, donc on doit faire changer le chômage, ceci, cela, parce qu'on ne peut plus être à la traîne, on ne peut plus avoir à ce moment-là des aides. Nous sommes quand même à ce moment-là européens. Voyons ce qui se passe par exemple en Allemagne. Berlin est une capitale et est aussi une région à part entière. Et Berlin est une région pauvre. Et elle est aidée à ce moment-là par l'État fédéral allemand. Ce qui est logique, puisque sinon elle ne s'en sortirait pas plus que nous. Surtout que nous sommes quand même une région qui sont entourées d'autres et nous n'avons pas la possibilité de faire certaines choses, c'est-à-dire de pouvoir grandir, de pouvoir avoir des industries qui peut-être seraient nocives et tout ça, parce que nous sommes contraints à notre région. Et je ne comprends pas non plus pourquoi, à ce moment-là, on nous met toujours des bâtons dans les roues. Bon, je ne dis pas que nous devons être des assistés. Je comprends très bien que vous voulez absolument redorer Bruxelles et que ce chômage, à ce moment-là, baisse. D'un autre côté, nous sommes quand même de grands pourvoyeurs d'emplois pour les autres régions, avec tous les travailleurs d'autres régions qui viennent travailler chez nous et qui aussi bénéficient à ce moment-là de nos infrastructures et donc à ce moment-là coûtent de l'argent à la région Bruxelles-Capitale. Il y a pas mal d'années déjà, il y a un jour quelqu'un qui travaillait en banque et qui me disait « C'est quand même fantastique, le boulot qu'on fait, on le fait pour des gens qui font partie de notre système bancaire, mais ils sont dans d'autres agences. Des agences qui sont en Flandre, qui sont en Wallonie. Et nous faisons le boulot, qui est un boulot à la limite gratuit, puisque c'est un boulot bancaire, mais finalement, ce n'est pas pour Bruxelles que nous le faisons. C'est pour ces gens qui, eux, sont toujours avec leur compte dans leur région. Et c'est un petit peu ça le problème toujours de Bruxelles. Nous travaillons pour les autres. La STIP, elle voyage à ce moment-là des gens qui sont d'autres régions. Ça coûte à la région Bruxelles-Capitale. Et finalement, nous sommes toujours, soi-disant, le mauvais élève et nous demandons toujours de l'argent. Moi, ça concerne l'emploi. Donc, voilà, vous voulez un petit peu réformer tout ce qui est plan Activa et tout ça. Ce sera peut-être pas plus mal. Le seul problème, c'est qu'actuellement, et j'ai peur que ce que vous proposiez soit peut-être dans la même... Enfin, je ne sais pas sur quel long terme vous voulez que les employeurs gagnent quelque chose en nous engageant. Parce que le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On engage quelqu'un qui est sous plan Activa ou autre,
Une fois que ce plan est terminé, eh bien, on vire cette personne et on recommence avec quelqu'un d'autre. Donc, pour moi, ça ne change rien au problème du chômage. C'est la première chose. La deuxième question, on parle beaucoup de formation. Je suis actuellement demandeuse d'emploi. Quand vous allez sur le site du Forem ou du Dorifor, j'aimerais comprendre pourquoi les 3/4 des formations ne sont plus accessibles au-delà de 30 ans. Ça veut dire que nous, entre 40 et 50 ans, on est obsolète, on n'est plus bon à rien, on envoie des CV, on ne nous répond pas. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Quand on prend des cours de langue, ce que je fais actuellement au niveau néerlandais, si vous ratez un module, il n'est plus gratuit, il est payant. Il y a des choses qui... Alors qu'avec ce qu'on gagne au chômage, on a du mal à finir les fins de mois, il faut rester honnête. Donc voilà, moi j'aimerais savoir, après 40 ans, qu'est-ce qu'on fait pour nous? Qu'est-ce que nous, on va devenir? Alors bien sûr, il y a des formations, ok, je veux dire, c'est accessible pour tout le monde. Mais je vais être honnête avec vous, je ne me vois pas être électricien, maçon, plombier, chauffagiste. C'est pas trop mon truc. Donc il y a des choses où on nous bloque. Et beaucoup, je vous dis, beaucoup de formations, au-delà de 30 ans, on ne peut pas, on n'y a pas accès. Ce n'est pas normal. Moi, je n'ai pas été une seule fois appelée chez Actiris pour voir où en était ma recherche d'emploi, comment était mon CV, est-ce qu'il me manque des choses. On doit se débrouiller tout seul. Et donc là, je pense qu'il y a quand même... Alors, je suis d'accord qu'on essaye de mettre les jeunes au travail, c'est normal, mais moi, j'ai encore aussi une fille de 21 ans qui est aux études, qui fait des hautes études. Le Minerval, c'est 850 €. Il n'y a pas encore le reste de ses cours là-dedans. Si moi, je n'ai pas de travail, quel exemple, moi, je montre à mes enfants? Comment j'assume leur éducation et le fait de vivre correctement? Je ne parle pas de vivre comme un roi, comme une reine, mais de vivre correctement. Je vais dire, notre pouvoir d'achat est fortement diminué et on doit quand même pouvoir manger, se loger, se nourrir, correctement, je veux dire, comme pouvoir une fois aller au cinéma, ou voilà. Et je pense qu'à 44 ans, je ne pense pas être trop vieille ou obsolète, alors que j'ai 24 ans de carrière derrière moi. Voilà. Lorsque, en 2006-2007, moi-même et ma formation politique, on s'engage dans ce débat, on ne s'engage pas parce qu'on a une épée de Damoclès sous notre tête, qui aujourd'hui est très réelle avec la 6e réforme de l'État. Donc, in tempore non suspecto. Parce que c'est évidemment, pour moi, tout à fait inacceptable, quel que soit le modèle institutionnel dans lequel on est, qu'une région connaisse des taux de chômage aussi importants que ceux qu'on connaissait. Et de voir que les gouvernants de la région bruxelloise éparpillent les portefeuilles en 3-4 ministres, ne se soucient pas de la cohérence des politiques et finalement ne prennent pas en bras-le-corps le problème de l'emploi et de la formation. Il est vrai que la 6e réforme de l'État nous a fait basculer dans une autre urgence. Là, maintenant, ce qui était logique comme combat devient indispensable parce qu'effectivement, en 2025, si on ne réussit pas la possibilité de mettre plus de gens au travail, donc une capacité fiscale, eh bien, je l'ai dit encore ce matin, ou je crois que c'était sur mon site, la région bruxelloise est condamnée. Elle est condamnée dans sa viabilité financière et elle est condamnée dans sa cohésion sociale parce qu'on ne fait pas vivre 1 300 000 habitants avec du chômage de masse. Un jour ou l'autre, ça ne peut que nous péter à la gueule. Le problème devant lequel on est, vous parlez de Berlin, qui connaît des taux de chômage aussi importants, qui est la capitale, qui offre des services à l'État allemand et qui reçoit effectivement des transferts. Mais désolé, il faut le dire, nous ne sommes plus dans un État fédéral. Nous portons le nom dans la Constitution d'État fédéral, nous ne sommes plus un État fédéral. Et ça, bien avant encore la 6e réforme de l'État, depuis maintenant 10-15 ans, il y a une volonté centrifuge de faire éclater cet État. Avec la complicité, on les trouve toujours, de tel ou de tel parti politique. La 6e réforme de l'État a vu tous les partis francophones, sauf le nôtre, se mettre du côté en disant « Mais enfin, vous comprenez, on va régler BHV, écoutez, et après ça, ça ira mieux, vous verrez. » Enfin, ce prêchi-prêcha, on voit bien ce qu'il en est aujourd'hui, avec le plan affiché du côté de la Flandre et de la NVA, qui est de dire « Nous rêvons et nous nous battrons pour
un État confédéral sur 2 pieds, la Flandre et à la Wallonie, et à Bruxelles, région soi-disant à part entière, mais qui n'est encore pas tout à fait, eh bien, à Bruxelles, le Bruxellois, il choisira d'être wallon ou d'être flamand. En d'autres termes, on obligera Bruxelles à entrer dans le mécanisme de la sous-nationalité. Je ne veux pas être trash, mais c'est la réalité. Les sous-nationalités, la coexistence de sous-nationalités différentes sur un même territoire, ça s'appelle de l'apartheid. C'est de l'apartheid. Et le confédéralisme dans lequel on nous mène, c'est à terme créer les causes mêmes de dissension de la région bruxelloise, et c'est créer évidemment des conflits qui sont des conflits qui font que sur un même territoire, un Bruxellois n'aura pas les mêmes droits qu'un autre Bruxellois. C'est invivable, c'est très clair. Si le jour où cela est, ou bien on se révolte, ou bien on fout le camp, parce que ça n'est pas le schéma de société dans lequel on veut vivre. Je ne peux pas imaginer cela. Donc ne nous faisons pas d'illusions, le schéma de Berlin n'existera plus dans cet État. La 6e réforme de l'État a sonné le glas du fédéralisme. Nous sommes, qu'on le veuille ou non, dans un État confédéral. Tous les autres vous diront le contraire, et surtout ceux qui ont voté du côté francophone la 6e réforme, ils mentent, c'est faux, c'est faux, c'est faux, et ça, c'est l'objectivité, et je ne suis pas polémiste en disant cela. Le coût des externalités. Et oui, nous avons des externalités parce que nous sommes une capitale. 30% des personnes qui fréquentent nos hôpitaux ne sont pas de Bruxelles. Nous avons, nous avons des infrastructures qui sont utilisées, de transport en commun, etc. Les coûts des externalités avaient été réglés sous le gouvernement Verhofstadt. Et on avait convenu, je me souviens, j'étais encore au gouvernement bruxellois, et on s'était battu à ce moment-là, puisque nous avons quand même un pied dedans à ce moment-là, pour que l'État fédéral, annuellement, octroie 125 millions pour assurer ses fonctions et pour venir, je dirais, soulager la région bruxelloise qui devait, notamment en termes d'infrastructures, on l'a vu avec les tunnels, ce que ça nous coûte, on le voit avec les financements du métro, qui servent certes aux Bruxellois, mais aussi aux non-Bruxellois, eh bien, ces 125 millions devaient servir à cela. Ils servent encore toujours à cela, mais de moins en moins. De moins en moins, parce que à chaque année, l'État fédéral dit « Oui, mais attendez, hein, dans ces 125, il est quand même important de rénover le conservatoire de musique. » Évidemment que c'est important de rénover, mais ça n'est pas de la compétence de la région bruxelloise. Et en fait, on vient en aide de l'État fédéral qui a laissé crever le conservatoire de musique, qui fait qu'il pleut aujourd'hui dans ce conservatoire. On nous dit, ouais, mais enfin, ça ne va pas, il y a des beaux musées ici. Et en face de Rubens, je ne caricature pas, il y a des seaux en plastique pour accueillir l'eau qui coule du toit. On dit, mais enfin, il faut utiliser ces 125 millions pour réparer. Mais c'est de la responsabilité du fédéral. On le fait avec les gares. Et donc, petit à petit, le fédéral est en train de nous reprendre ces 125 millions pour financer des activités qui devraient, eux, correctement financer, parce que c'est dans leurs compétences. Et donc ça, c'est le gouvernement actuel qui, évidemment, est le comble du cynisme. Mais évidemment, quand on donne notamment cette compétence en partage avec M. Yann Jambon, vous imaginez bien qu'il n'y a rien de bon qui peut en sortir pour Bruxelles. J'en viens maintenant, madame, à votre... il est impossible, par rapport aux centaines de milliers d'emplois à Bruxelles, il est impossible que les pouvoirs publics maintiennent à vie des aides à l'emploi. C'est impossible. Vous savez, le système Activa actuel, il vise combien de personnes, pensez-vous? 7000 personnes. 7000 personnes. Avec les moyens budgétaires qui sont les miens, on va pouvoir, puisqu'on a repris ce qui foutait le camp en dehors de Bruxelles, et en recentrant, puisque avant il y avait 28 dispositifs, il n'y en aura plus qu'un seul, on ne peut pas faire plus simple, un seul, et compréhensible par tout le monde, par les demandeurs d'emploi, par les entreprises, par les administrations. Par avant, les 28, le système actuel est incompréhensible. Moi-même, lorsque j'ai pris cet âge, j'ai tenté de le lire, et puis après 12, je ne comprenais plus rien. Au 13, il y avait, à la 13e, je m'embrouillais, et à la 14e, j'ai replié en disant bon, on va réformer ce truc. Donc, incompréhensible, il n'y en a plus qu'une. 7000 emplois, on va passer à 18 000. Si on parvient à cet objectif, ça veut dire qu'on aura amélioré encore de 11 000 emplois les personnes qui pourront aller au travail. Mais cette réforme Activa, c'est un temps.
l'essentiel, la toute grande majorité des emplois qui est générée par l'activité économique n'est pas financée. Et c'est une fort bonne chose. Donc, bien sûr qu'il faut lutter contre ces effets d'aubaine, mais ces effets d'aubaine, ils existaient parce qu'il y avait 28 systèmes. On prenait un tel, et puis on prenait un autre, et puis on prenait encore un troisième, et puis on faisait le tour des 28. Et c'est ainsi que ça, c'est terminé, puisqu'il n'y a plus qu'une seule. Et je pars aussi de la certitude que lorsque une entreprise a quelqu'un qui lui est productif, qui crée une plus-value, il ne s'en sépare pas, sauf s'il a des difficultés financières, il ne s'en sépare pas. Et donc, l'Activa est le moyen de mettre les gens au travail. Quid des problématiques des personnes de plus de 40 ans ou de 35 ans? D'abord, c'est terminé, puisqu'il n'y a plus qu'un seul système d'Activa, ils seront tous sur pied d'égalité. Que vous ayez 20 ans, que vous ayez 25, 30, 35, 40, 45, 50 ans, vous aurez la même aide. La même aide. Donc il n'y a pas de discrimination. Moi, je ne considère pas qu'il y a lieu de créer des files différentes dans le chômage. Demandeurs d'emploi, c'est leur motivation. On doit leur donner la même chance, les mêmes moyens et la même aide. Et donc tout le monde est mis sur le même pied. Certes, au niveau des jeunes. Au niveau des jeunes, il y a un mécanisme nouveau qui est apparu, et cela, je l'assume, c'est que lorsque vous vous inscrivez pour la première fois à Actiris, pour un jeune, il est pris en main. Parce que ce que je ne veux pas, c'est qu'un jeune, à un moment donné, glisse dans le chômage structurel. Le chômage structurel, c'est ce chômage qui frappe des personnes qui sont là depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans au chômage. Et donc, un jeune, il doit être le plus vite possible mis sur le marché de l'emploi. Vous m'apprenez que les problèmes de formation, je ne peux pas répondre à tout, et je ne dis pas que tout est merveilleux. Encore aujourd'hui, à Bruxelles Formation ou au VDAB, puisque c'est eux qui ont la charge de la formation, je viens de faire arrêter un plan formation par l'ensemble des gouvernements, et c'est d'ailleurs une première, c'est quand même une première, vous savez que c'est la première fois qu'un parti politique bruxellois défie ex-FDF, est parti de l'idée qu'on doit travailler tout pouvoir institutionnel compris. Auparavant, il y avait des filières. Les francophones, c'était dans la file francophone, les néerlandophones, c'était dans la file néerlandophone. Eh bien, nous avons été les premiers à faire un accord pour dire que s'il y a des francophones qui veulent faire des formations en néerlandais, ils peuvent être suivis par le VDAB. Et donc des accords qui permettent évidemment que et le VDAB et Bruxelles Formation, on avait dit c'était impossible avant, et c'est une formation qu'on a toujours dit être rabique sur le plan linguistique, qu'il le fait, c'est de faire des accords pour permettre à tout un chacun de faire le meilleur choix en fonction de ses capacités. Alors, moi, je suis prêt à voir un peu quelles sont les formations dans lesquelles vous voudriez vous impliquer, quelle est l'offre, etc. Il y a des formations pour les personnes âgées. Oui, il y a évidemment beaucoup de formations dans des métiers qui sont sous tension, qui sont en pénurie, mais ça, c'est légitime. C'est légitime que nous soyons prompts sous la balle. Il n'est pas acceptable que dans certains métiers, on ne puisse pas recruter, évidemment. Et donc, je suis prêt à voir votre cas particulier, voir avec vous et vous aider. J'avais une question concernant des nouvelles formes d'économie qui sont en train de se développer. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, Alors, Didier, s'il vous plaît? Par rapport au domaine économique, pour moi, il y avait 2 priorités. La première priorité, c'est de mettre de l'ordre dans le fatras des aides économiques et de l'organisation économique. Lorsque je suis devenu ministre, il y avait une dizaine d'organismes publics qui, je dirais, avaient comme mission d'accompagner, d'aider les entreprises. Ce qui impliquait qu'une entreprise qui faisait du commerce devait sonner chez Atrium et devait présenter son dossier. Mais c'était aussi une entreprise, donc les Dring allait pousser chez Impulse et représenter son dossier. Elle voulait faire de l'exportation, Dring, elle devait aller signer au BIE et présenter son dossier, etc., etc., etc.
Donc là, nous avons fait la rationalisation. Il y a 3 piliers, un pôle accompagnement, et les administrations qui font de l'accompagnement sont aujourd'hui fusionnées et rationalisées. Un pôle de développement immobilier et un pôle financier qui va être et qui est pour l'instant aussi en restructuration, simplification, fusion. Ça me paraît essentiel. Ça me paraît essentiel de n'avoir plus qu'un seul interlocuteur. Il n'y a plus qu'un seul interlocuteur. L'entrepreneur qui veut obtenir un appui, une aide, un conseil, il va au 1819, qui est la plateforme virtuelle et réelle d'accueil. Et ce n'est plus l'entreprise qui se met au diapason de l'administration, c'est l'administration qui se met au diapason de l'entreprise. Cette réforme, elle vient d'être aboutie. C'est depuis quelques mois qu'enfin on a mis sur place. Donc peut-être que vous me direz, oui, mais j'ai été, c'est pas bien, il y a encore bien entendu, il faut encore faire la maladie de jeunesse. Mais en tout cas, cette réforme, elle a été engrangée. Elle n'a pas été simple, parce que vous imaginez, fusionner, oui, mais quoi, on diminue les conseils d'administration, on change de statut, etc. Les forces de résistance, c'est normal. Le deuxième enjeu essentiel en matière économique, c'est le développement économique. Je n'ai pas un grand souci du développement économique. Par essence, Bruxelles est dynamique, on le voit en termes de création d'entreprises. C'est la région la plus performante. Parce que ça, il faut aussi se mettre ça dans la tête. Nous ne sommes pas des sous-développés ici à Bruxelles. Un tiers des start-up belges sont bruxelloises. Un tiers des start-up belges. 25% des start-up à haute valeur technologique sont bruxelloises. Donc un tiers des start-up belges sont bruxelloises et 25% des start-up belges en haute valeur technologique sont bruxelloises. C'est à Bruxelles qu'on crée le plus d'entreprises. C'est à Bruxelles qu'il y a le plus de dynamisme en termes d'activité et on le doit au fait que notre région est aussi la région la plus qualifiée. C'est à Bruxelles que nous avons le plus haut taux de qualification, plus haut que la moyenne européenne, bien plus haut que la Flandre, et évidemment encore bien plus haut que la Wallonie. Donc ça, c'est un atout qui est une réalité. Mais nous avons aussi l'autre versant, l'autre côté de la face, c'est que nous avons un nombre important de gens faiblement qualifiés. On doit donc, on ne doit pas remettre en cause le développement économique, on doit l'organiser, mais on doit faire émerger de nouvelles formes de développement économique. C'est par exemple l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est quoi? C'est une économie qui va réfléchir à ses processus de production de manière environnementale, qui va développer des technologies nouvelles, des technologies durables, comme on dit, de mettre sur le marché de nouveaux produits économiques. C'est ce qui fait que nous avons adopté un plan régional d'économie circulaire. Et soyons clairs aussi, ce plan régional d'économie circulaire a été l'année passée salué par l'Europe comme étant le plan de référence au niveau européen. Nous avons d'ailleurs été aussi pris comme référence et comme projet pilote dans le domaine de l'économie de la santé, du life tech, comme on dit, tout le monde économique qui tourne autour de la science, autour de la médecine, des applications, etc. Donc, on a des atouts considérables, mais on doit développer cette nouvelle économie, qui est l'économie de demain, qui est encore très peu formalisée, qui ne fait pas encore l'objet d'un cadre bien prospectif du côté européen. Mais là, il y a un atout de développer une économie qui est spécifique à l'économie urbaine et qui est notamment cette nouvelle économie, cette nouvelle manière de produire ou des biens ou des services. Et nous avons aussi la nécessité de développer une autre forme d'économie qu'est l'économie sociale. C'est donc une économie qui produit des biens ou qui produit des services, qui a une réelle activité économique, mais qui veut l'organiser différemment, parce que c'est aussi en milieu urbain que l'économie sociale a le plus de possibilités de développement, économie sociale autour de la distribution. On le voit aujourd'hui avec un supermarché de coopérateurs qui va s'ouvrir et soutenu par la région à Schaerbeek dans 2 mois. On voit cela dans la politique des déchets, économie sociale où des entreprises recyclent des déchets. On le voit même au niveau des services, puisque une espèce de mutualisation d'entrepreneurs s'est mise pour
pour mutualiser des services logistiques, comme par exemple, ça peut être la gestion du secrétariat social, par exemple. Il y a donc toute une série d'expériences, toutes ne vont pas réussir, mais c'est dans une économie urbaine qu'on doit pouvoir développer ces créneaux. Troisième axe, c'est l'économie de demain. L'économie de demain, ce sont les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, nous avons adopté il y a maintenant 4 mois le plan Nextech, qui est un plan de développement technologique. Nous faisons le pari en région bruxelloise de miser non pas sur tout le développement numérique ou informatique, ça n'a pas de sens, mais de miser sur 3 secteurs, la réalité virtuelle, l'Internet des objets et les big data, qui nous paraissent être 3 développements économiques porteurs d'avenir, porteurs de développement et spécifiques à une économie urbaine. Vous allez le voir d'ailleurs, il va y avoir des initiatives qui vont être prises tout prochainement, d'ailleurs en collaboration avec le privé, puisque nous allons recevoir d'une société un bâtiment tout à fait emblématique et on va pouvoir y accueillir les communautés d'entrepreneurs qui, précisément, se développent dans ces créneaux-là. Le plan Nextech. Et enfin, et c'était l'objet d'ailleurs d'un colloque organisé par le Conseil économique et social et sur lequel le gouvernement et les partenaires sociaux vont travailler, c'est la réflexion autour d'un plan industriel. Nous avons, je crois, à l'avenir de l'industrie en ville. Vous me direz, il est fou, il va faire revenir des aciéries, pas du tout. Bien sûr qu'il ne s'agit pas de faire revivre l'économie, l'industrie classique, il s'agit de faire émerger l'industrie de demain, qui sera l'industrie de la connectivité, l'industrie des nouvelles technologies. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous allons travailler avec les partenaires sociaux à l'élaboration d'un plan industriel. J'ai été assez étonné de constater qu'à Bruxelles, nous avons une définition de ce que nous appelons industrie qui est différente de ce qui se rencontre dans d'autres pays. Par exemple, en Île-de-France, on a une vision beaucoup plus large de ce qu'est le développement industriel. Et bien là aussi, nous devons être novateurs pour pouvoir accueillir des industries qui ont leur place dans notre région, sachant bien entendu que on ne fera pas venir des coqueries, que c'est peu hasardeux qu'ici à Watermal-Boisfort, au quartier des Archiducs par exemple, on installe une coquerie, mais dans un quartier comme celui-là, on peut faire mettre des petites entreprises qui sont des entreprises porteurs d'avenir dans, par exemple, l'industrie de la santé, par exemple. Quel est le bâtiment emblématique ? Le bâtiment emblématique est situé... Non, mais c'est à partir d'AXA que j'ai eu ce déclic. J'ai été voir le bâtiment AXA était quasi vide et AXA a eu le bon goût d'accueillir une communauté de start-up gratuitement en disant bon pendant quelques mois le temps que je vide les locaux, etc. Et donc ces gens me sont dit mais monsieur le ministre, nous on va se retrouver à la rue et c'est là qu'est partie l'idée de réunir des communautés différentes autour des 3 technologies que vous avez citées. Et nous avons été, avec le bâton pèlerin, trouver une grande société, je dirais, patrimoniale belge, qui va mettre un bâtiment que je considère être somptueux, pas loin presque en face du futur musée Citroën, où on va pouvoir, dans un espace fabuleux, d'art nouveau, pouvoir développer cet accueil de communauté. C'est pour une question de semaine, mais un peu de patience. Tout d'abord, j'aime beaucoup ce que vous dites parce que j'ai l'impression que quand on parle de l'économie du futur, la majorité des gens, ceux auxquels ils pensent, c'est l'économie collaborative, c'est-à-dire les Uber, etc. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça et je trouve ça très chouette que vous n'avez même pas parlé, donc pour vous, voilà. Mais je constate quand même qu'il s'installe dans notre société toutes ces sociétés qui sont souvent en plus américaines, qui tout l'argent qu'elles génèrent ici repart là-bas, et qui emploient des gens, enfin font du service, pay as a service, font en fait vraiment la précarisation totale de l'emploi, j'ai même envie de dire de l'esclavage moderne. Et je voulais un peu savoir quelle était votre position par rapport à ça, vu que vous n'en avez pas parlé. Et j'en profite que j'ai le micro pour poser une autre question par rapport à ce que j'aime appeler la fausse concurrence publique, enfin ou même plutôt la concurrence déloyale publique.
Moi, j'ai une petite société d'informatique et je constate qu'il y a toute une série d'ASBL, de sociétés soutenues par l'un ou l'autre organisme public qui offrent des services souvent similaires aux miens et à des prix mais défiant toute concurrence, impossible de défier parce qu'ils sont subsidiés. Et donc je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que moi aussi je rentre là-dedans et je sollicite alors des subsides, des aides, des chics, des tchacs, ou alors, enfin voilà, donc aussi parfois je me demande un peu vers où je dois me diriger, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi j'ai une question plus extérieure uniquement à Bruxelles, qui est une réalité de terrain. Donc je travaille dans une entreprise, donc j'ai été indépendante, employée. Je constate qu'aujourd'hui, la majorité des patrons ne sont même plus au stade où ils se demandent quels Bruxellois ils vont engager, puisque les charges patronales étant ce qu'elles sont, au sein même de mon entreprise, je crois que le pourcentage de Belges travaillant dans la société, sans critique aucune, là je mets tout à fait à part le fait des nationalités, c'est pas ça le problème. La problématique, c'est le coût que coûte un Bruxellois, puisqu'on prend le cas des Bruxellois maintenant, par rapport à ces nationalités qui viennent travailler chez nous sous des statuts divers, indépendants, faux indépendants, et qui acceptent des salaires qui sont des salaires que n'accepte plus le Bruxellois. Donc fondamentalement, dans les sociétés dans lesquelles je travaille, il y a cette problématique-là. Ils travaillent super bien, donc la question ne se pose même pas, plus que la majorité, et à des salaires moindres que ceux qu'on propose, qui sont moindres aussi parfois que ceux du chômage, donc ce qui ne pousse pas les gens au chômage à travailler dans ces sociétés. Et alors, l'autre problématique aussi, c'est par exemple la Hollande, qui a des politiques, il n'y a pas d'harmonie européenne en matière de politique de travail. Et donc, prenons le travail de nuit, par exemple, prenons toute une série de problématiques de ce genre. Et donc, on va prendre un exemple concret, puisque moi je suis dans le domaine de la décoration. Quand vous faisiez faire vos tentures, vous preniez un petit atelier bruxellois avec des employés bruxellois, ou autres, peu importe. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est qu'il y a des grandes entreprises hollandaises qui ont un point en Hollande, un point en Roumanie. Dans les châssis, c'est pareil. Un point en Allemagne, un point en Pologne. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils créent des grandes boîtes en Roumanie et en Pologne où ils ont des subsides nationaux importants, des coûts de production moindres, et donc vous venez commander vos tentures, elles ne sont plus du tout faites à Bruxelles, elles passent par une société hollandaise avec une équipe d'ouvriers en Roumanie. Et donc il y a toute cette problématique-là qui est une réalité de terrain évidente. Donc quand bien même vous mettriez toute votre énergie à essayer de former des gens ici, si le coût d'emploi pour un employeur ici reste le même, il est évident, enfin moi j'en parle à tous les patrons, ils ne se posent même plus la question. Donc ils vont vous dire, on va garder les commerciaux, mais tout ce qui est emploi peu qualifié va sortir de Bruxelles vers des pays bien spécifiques. Pour le moment, c'est la Roumanie, la Pologne. Et donc ça, ce sont des réalités que moi je rencontre quotidiennement. L'économie collaborative. Ne nous leurrons pas, aujourd'hui, sous le label économie collaborative, c'est la mise en œuvre d'applications, souvent très habilement créées d'ailleurs, qui visent à éluder fiscalement et socialement l'État, les charges qui pèsent sur les entreprises et qui sont susceptibles éventuellement de créer de la précarité. C'est une réalité. Ça ne veut pas dire qu'il faut contester l'utilité, on ne l'empêchera pas. De plus en plus d'applications vont créer ce concept collaboratif. Mais évidemment, il y a des balises. Alors je suis de bon compte, le gouvernement fédéral a pour la première fois mis une balise, mais qui me paraît totalement insuffisante, mais c'est un premier pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Uber, Airbnb, pour moi, créer un service ici en Belgique, une plus-value qui n'est pas taxée en Belgique. Il y a là une concurrence déloyale. Uber doit être taxé, et autrement que ce que prévoit, bien évidemment, le projet de Croo, puisque le taux de fiscalité est limité à 10%. Pourquoi fiscaliser différemment une entreprise comme Uber, qui fait d'ailleurs des milliards de chiffre d'affaires, d'une autre entreprise qui est encore soumise à des taux, certes, de
de plus de 30%, même si en réalité, en moyenne, ce n'est pas 30%, ce n'est pas acceptable. Donc pour moi, la plus-value, pour être clair, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Uber, disons qu'il y a sur 100 €, il y a 90 € qui va être ristourné par Uber, puisque c'est Uber qui encaisse le paiement. 90 € va être ristourné au chauffeur, qui lui va être fiscalisé sur ces 90 €. Donc là, ça ne paraît que légitime. Mais les 10%, aujourd'hui, il fout le camp aux Pays-Bas, puisque la plateforme Uber est dirigée aux Pays-Bas, et cet argent, en réalité, il est situé aux Bahamas aujourd'hui, et donc on élude fiscalement. Pour qu'une économie collaborative soit reconnue par l'État, il faut bien évidemment qu'il soit mis sur les mêmes pieds, sur le plan fiscal et sur le plan social. Ça me paraît indispensable. Et deuxièmement, l'économie collaborative, les pouvoirs publics, s'ils doivent aider le développement de l'économie collaborative, eh bien, il faut aider l'économie collaborative qui est réellement collaborative. Car en réalité, Uber s'empare de l'adjectif collaboratif. Mais il y a, par exemple, à Denver, une réaction d'ex-taxi qui s'appelle la société Green Taxi de Denver. Eh bien, à Denver, ils ont la même application qu'Uber, parce que ça n'est pas génial, hein, cette application. Ben oui, elle est au point, mais tout le monde peut reproduire ce genre d'application. Eh bien, aujourd'hui, cette société occupe 37% du marché à Denver, et donc Uber n'est pas en situation de monopole. Si on ne met pas de l'ordre rapidement au plan belge et au plan européen, parce qu'il faut que le débat soit au niveau européen, évidemment, le risque, c'est que ces entreprises vont créer des monopoles. Et en réalité, Uber, c'est tout le contraire du libéralisme. Quand je dis ça aux libéraux, ils me regardent. C'est tout le contraire du libéralisme. Quand vous allez au fondement même de l'économie politique et de l'économie libérale, c'est la libre concurrence, mais c'est la concurrence. Uber veut créer le monopole en cassant des prix, et puis le jour où auront disparu les sociétés de taxi, ben, ils imposeront les prix qu'ils ont envie d'imposer, bien évidemment. Donc pour moi, l'économie collaborative qui est soutenue doit être soutenue lorsqu'elle est véritablement coopérative. C'est par exemple que les chauffeurs de taxi soient maîtres ou coopérateurs de l'application. Et donc là, nous devons évidemment encourager ce type. Et pour les autres, on ne peut pas empêcher le développement de Airbnb, on ne peut pas empêcher le développement de Uber, mais ils doivent payer et ils doivent être soumis comme les autres à la même pression fiscale et salariale. Et j'ai envie de dire que dans le plan taxi, par exemple, eh bien, moi j'aurais comme exigence de dire, on veut reconnaître Uber? Oui, mais que Uber montre qu'il paye ses impôts en Belgique. Alors maintenant, concurrence déloyale publique, il n'y a plus de subsides dans mon département. C'est fini ça. Avant, c'est vrai, on est sonné à la porte du ministre, Drink, bonjour, je vous aime bien, vous savez, j'ai votre carte et j'ai un bon projet, et parfois c'était des bons projets, est-ce que je peux avoir un subside? Si vraiment vous avez une carte et si vraiment vous êtes très louangeux à l'égard du ministre, eh bien, vous partez avec un subside. Ça, c'est terminé chez moi. Il n'y a plus de transfert que sur base d'appels à projets. Qui sont analysés par des jurys indépendants. Et donc, cette concurrence déloyale, si elle existe, elle ne vient certainement pas de la région bruxelloise, mais là aussi, si vous avez des cas, puisque nous ne donnons plus de subsides. Par contre, toute entreprise peut bénéficier d'aide à l'expansion économique. C'est le prochain chantier, il est d'ailleurs quasi finalisé. J'ai déjà eu les premiers contacts et les avis des partenaires sociaux. Ça va être très prochainement, puisque ça va être déposé incessamment sous peu au gouvernement. Ma feuille de route, c'est avant l'été. Une refonte totale des aides à l'expansion économique, que je ne vais dire plus appeler aide à l'expansion économique, mais ça ne veut plus rien dire. Ça fait référence encore à la croissance. À la croissance, il faut aussi sortir de ce mythe. Il faut une croissance, mais une autre croissance. Donc l'expansion économique, c'est un truc des années 70. Enfin, soit ça, c'est du wording. Et donc, toutes les aides vont être réorganisées et recentrées. Et donc, toute entreprise pourra, mais de manière objectif, bien entendu, obtenir qui des aides à la formation, qui des aides à la consultance, qui des aides pour certains investissements, notamment les mises aux normes environnementales, etc., etc., etc. Et donc, si vous avez un exemple, donnez-le-moi, mais en tout cas, cette société-là, ou cette ASBL, c'est terminé, les subsides ne viennent en tout cas pas de mon département.
Le dumping social, madame, vous avez raison, c'est un réel problème. Le dumping social, c'est une grande naïveté de l'Europe. C'est une grande naïveté de l'Europe d'avoir créé, je dirais, ce marché libre, cette libre circulation des travailleurs, avec le risque, effectivement, que des travailleurs polonais, je n'ai rien contre des travailleurs polonais ou portugais ou peu importe, viennent travailler chez nous aux conditions, je dirais, d'imposition sociale de leur pays, qui est évidemment un biais terrible. Je précise qu'ils ont les mêmes conditions salariales, les employés ont les mêmes conditions salariales pour le salaire, mais pour les cotisations patronales, et c'est là qu'il y a le différentiel, c'est le régime de leur pays qui est d'application. Comme nous savons que nous avons quand même un État qui est quand même relativement développé en termes de modèle social, nous avons beaucoup de charges, et le poids des cotisations patronales sur le salaire est relativement important, je dirais une trentaine de pourcents à peu près, tandis que dans des pays comme le Portugal, il est de 10%, ça veut dire qu'il y a tout de suite des différentiels de l'ordre de 20% sur le coût patronal. Et donc ça, c'est une grande naïveté. Incontestablement, la Commission européenne en a pris la mesure, puisqu'il y a un projet qui est sur la table. Mais le problème, c'est qu'il faut faire revenir en marche arrière. Et donc faire accepter avec la règle du consensus, on n'est plus 28 mais on est 27, faire accepter aux Polonais, aux Roumains, aux Portugais de revenir à un système qui consisterait à dire que, bien entendu, la libre circulation est maintenue, mais lorsqu'un travailleur vient travailler dans une entreprise à Bruxelles, c'est aux conditions, bien entendu, salariales de la Belgique pour gober on n'en est pas encore là. C'est à mon avis un combat à mener au niveau européen. Ça n'est pas directement ma responsabilité, ça n'est même pas ma responsabilité, mais je crois que oui, ça nous pénalise, et notamment beaucoup dans la construction. En ce qui concerne le problème des faux indépendants, c'est aussi une réalité. Je n'ai pas la prise directe. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de secteurs ont commu un poste de salariat en poste de faux indépendants. D'ailleurs, je vais être tout à fait honnête avec vous, sur les 920 000 postes de travail qui existent sur le marché de l'emploi bruxellois, la croissance vient surtout du nombre d'indépendants. Donc énormément de gens. Alors il y a des raisons objectives, il y a ceux qui effectivement sont aidés et qui se lancent dans l'aventure, c'est une bonne chose. Et puis il y a effectivement cette reconversion du salariat vers les faux indépendants. Ça pose la question essentielle du poids de la fiscalité sociale sur le travail, c'est une réalité. Le gouvernement fédéral a entamé, je dirais, une volonté par la tax shift. Ma seule inquiétude, c'est que je suis pour la tax shift, je suis pour une diminution, et notre formation politique est pour une diminution des charges, mais à condition, bien entendu, qu'on ne crée pas des trous budgétaires. Or, mon inquiétude, c'est que la tax shift n'est pas du tout compensée financièrement. Et donc, il y a le risque, évidemment, de devoir aller ponctionner les milliards qu'il faudra trouver. Et où va-t-on les ponctionner ? Évidemment, sur le poids de ceux qui sont une capacité contributive. Et donc, on va diminuer le pouvoir d'achat de la plus grande majorité. Or, on sait, la relance économique en Europe, et en Belgique en particulier, est directement liée au pouvoir d'achat des gens. Si ce pouvoir d'achat stagne, on ne peut pas espérer de croissance. On ne peut pas espérer de croissance. Et donc, il faut qu'on trouve d'autres modes de compensation. Modes de compensation dans une simplification de la fiscalité. La taxe des voitures de société, désolé, c'est un système désuet actuellement et qui coûte beaucoup d'argent aux contribuables et à l'État. Le fait que nous soyons les mauvais élèves et que nous n'avons pas créé l'équivalent de taxes environnementales est évidemment, nous pénalise. Les taxes environnementales, c'est des taxes qui font changer les comportements. Et donc, il y a aujourd'hui un manque de courage. La tax shift, oui, mais alors il faut compenser intelligemment et pas faire ce que l'on est en train de faire, c'est-à-dire de comprimer le pouvoir d'achat du plus grand nombre. Par rapport aux autres problèmes que vous évoquez, le dumping social, évidemment, je n'ai pas directement cette priorité, mais je crois que nous devons être attentifs. Ce sont des chantiers qui continuent et qui vont continuer à structurer le débat politique belge et européen dans les 10 prochaines années, mais c'est une réalité. Oui, je partage votre crainte, mais je n'ai pas de réponse comme ministre
à pouvoir vous apporter, parce que je n'ai pas cette compétence à pouvoir le faire. Il faudrait recentrer certaines compétences sur le fédéral. Mais bon, maintenant, on a fait de la Belgique ce qu'elle est en la découpant d'une manière ou d'une autre, avec des compromis, des non-compromis, des re-compromis, des conflits communautaires et autres. Est-ce qu'on n'est pas arrivé à la limite de ce que la Belgique peut proposer à ce stade actuel dans sa structure? Nous sommes dans un système centrifuge. Qui dit centrifuge dit affaiblissement de l'État. Défi est clairement le seul parti fédéraliste. Les autres le disent, mais ils ont fait le contraire. Nous sommes les seuls fédéralistes. Fédéraliste, ça veut dire quoi? C'est que moi, je n'ai pas de problème de reconnaître la primauté de l'État fédéral. Aujourd'hui, en réalité, il y a une concurrence entre les régions et l'État fédéral. Il n'y a plus personne qui tranche dans ce pays. Parce qu'il n'y a pas d'hiérarchie dans les normes. Ça a été une décision d'une précédente réforme. Ça n'a ému personne, mais nous avons été les seuls à dire casse-cou. Moi, je suis pour la hiérarchie des normes. À un moment donné, il faut quelqu'un qui tranche, même si c'est un gouvernement dont je ne fais pas partie, mais un État comme une entreprise qui fonctionne ou une commune, c'est à un moment donné, il y a des positions, on tranche. Il n'y a plus d'hiérarchie de normes. Et le mouvement centrifuge qui est créé va continuer à affaiblir l'État. Quand je lis que du côté de la Flandre, on veut maintenant régionaliser la justice, mais vous imaginez ce que c'est? À Bruxelles, du côté pair d'une rue, il va y avoir des habitants soumis à telle justice, et de l'autre côté, ça existe, hein, des rues qui sont d'un côté région flamande, eh bien, qui seront soumis à notre justice. Mais où va-t-on? Où va-t-on? Et ça n'émeut personne. Et ça n'émeut personne. Je ne comprends pas que... évidemment, moi, je m'égosille à le dire depuis à peu près 20 ans avec nos amis ici. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas des lames de fond de citoyens belges qui disent « Mais enfin, ça suffit, cette histoire-là. » Et il faut effectivement recréer un équilibre, si c'est encore possible, si la Flandre le veut. Mais vous avez parfaitement raison. Un État fédéral, c'est un État fédéral fort. L'Allemagne est un État fédéral. L'État allemand est un État fort. Ça n'empêche que les Länder ont des larges pouvoirs, mais à un moment donné, c'est l'État fédéral qui tranche. C'est l'État fédéral qui impose une position et une harmonisation, et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Sinon, c'est le chaos, c'est la chienlit, comme disait De Gaulle. Au niveau de la gouvernance, je pense que notre parti est aussi un fer de lance et a proposé concrètement des mesures. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Tout d'abord, dans mon département, je vous l'ai dit, on a rationalisé, fini cette multiplication d'outils qui finalement ne profitent à personne ou peut-être à un certain petit nombre, fini les subsides accordés par le fait du prince, tout ça c'est terminé. Alors aujourd'hui, ce sur quoi on se focalise, c'est la gouvernance, la malgouvernance que nous constatons aujourd'hui au SAMU social, à Publifin, au Kazakh-Gate, etc. Mais c'est quoi? C'est des gens qui se sont appropriés le pouvoir. Et les partis traditionnels, et c'est ce qui est quand même une des singularités de notre formation, nous, on refuse d'être dans cette logique de pouvoir et de pouvoir à tout prix. Lorsque le PSC-CDH il est au pouvoir depuis 1830, le PS est au pouvoir presque depuis 45 ans, et les libéraux sont en tout cas, avec peut-être plus d'épisodes, mais au pouvoir depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 20 ans, on oublie, ça, le temps passe, mais depuis plus de 20 ans, ils sont quoi. Mais ces gens, à un moment donné, s'imaginent qu'ils peuvent tout faire, quoi. Et donc, c'est normal qu'un président de Sénat aille dire aux renseignements, montrez-moi vos fiches ici, parce que moi, vous comprenez, je suis avocat, et moi, je dois utiliser cette fiche, j'ai des mafieux que je dois protéger, donc, et on trouve ça normal. Et on trouve ça normal. De même, des gens qui s'attribuent des salaires mirobolants, qui font des réunions fictives, on trouve ça normal. Parce que c'est leur chose. Ils croient que c'est leur chose, ils croient que l'État c'est à eux, et que donc forcément ce qu'ils font est bon pour l'État. Enfin, c'est surtout bon pour eux, mais c'est bon pour l'État. Ils croient ça. Donc on dénature, et c'est la raison pour laquelle je pense que la bonne gouvernance, on peut faire tous les codes que l'on veut. Si à un moment donné les individus n'ont pas d'éthique, vous pouvez rêver, parce qu'enfin. On m'a appris, moi, dans mon dit on ne peut pas voler, je ne peux pas aller prendre de l'argent qui ne m'est pas dû. C'est inné, moi. Il ne faut même pas écrire ça. Il ne faut pas écrire ça. Aujourd'hui, on est obligé d'écrire en politique ce qu'on ne peut pas faire. Qui sont des choses qui sont innées, qui font partie de notre éducation, de notre culture, de tout ce qui fait un homme civilisé, un humaniste, etc.
Et donc, on est obligé d'écrire des textes. Moi, ça me fout en rotte, ça. Ça me fout en rotte de devoir écrire des trucs. Ça donne l'impression que je suis obligé de me disculper. Et donc, le véritable problème aujourd'hui, c'est l'occupation du pouvoir par des partis de pouvoir qui gangrènent notre démocratie. Le mal, il est là. Il n'y a pas, je crois, de divorce entre... il n'y a pas de déficit de démocratie. La démocratie, elle est vivace, les gens peuvent s'exprimer, des pétitions, il n'y a pas de problème. Il y a un problème aujourd'hui dans le chef d'un certain nombre d'individus et de politiques, un déficit de citoyenneté. Ce ne sont plus des citoyens. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, des gens qui se rendent coupables de ce qu'ils font, ils n'ont plus leur place en politique. Je ne comprends pas comment le bourgmestre Duc soit encore bourgmestre. Je ne le comprends pas. Comment le MR n'a pas évacué cet individu. Je ne le comprends pas. Ça n'est pas possible. Et donc, notre combat à nous, c'est d'avoir ce discours qui n'est pas un discours racoleur, parce que, attention, il ne faut pas non plus tomber dans le populisme. On doit dire les choses et on doit surtout juger par notre comportement. Je m'enorgueillis, comme l'a dit Martine, de faire partie d'une formation. Et ça tient peut-être au fait que nous avons une relation plus précaire au pouvoir. Et donc, ça, quand même, c'est sain de se dire, je suis là pour 1000 ans. Quand on est là pour 1000 ans, on fait tout ce qu'on veut, hein, évidemment. Quand on se dit, je ne serai peut-être plus... moi, je ne suis pas sûr que Défi soit au gouvernement la fois prochaine, parce que c'est difficile pour une formation comme la nôtre. Mais quand vous savez cela, vous êtes nettement meilleur que quand vous dites, quoi qu'il arrive, je serai quand même toujours au gouvernement. Évidemment, quand on sait ça, on se dit, je peux y aller. Hein. Et donc, c'est ça le problème. Donc, on doit casser, je dirais, ce lien presque malsain qui existe entre les partis du pouvoir et le pouvoir. Concernant ce que j'appelle aussi un dysfonctionnement de notre État, je parle du survol de Bruxelles. Où est-ce qu'on en est ? C'est quoi le survol ? C'est le dysfonctionnement qu'on explique. C'est que, bien sûr qu'il faut un aéroport. Bien sûr qu'il ne faut pas rêver, cet aéroport, on ne va pas comme ça le délocaliser. Bien sûr qu'il faut tenir compte de ce que dit la région flamande, de ce que dit l'État fédéral. Mais il faut aussi tenir compte des populations survolées, et de Bruxelles en particulier. Lorsque, en 1989-90, jeune gamin, je suis venu dire cela, de manière un peu naïve, au ministre de la Mobilité de l'époque, paix à son âme, Monsieur Dehaene, il m'a regardé, il m'a dit, tu vas régler ça. Comment ça, il s'est exprimé, on va mettre des arbres autour de l'aéroport, hein. Et puis le bruit, c'est terminé. Je me suis dit, mais j'hallucine. Voilà un haut fonctionnaire de l'État, un grand responsable, qui était Premier ministre. Ce n'est pas du tout leur préoccupation. Ça n'était pas leur préoccupation. D'où, évidemment, cet arrêté que j'ai, d'année en année, tenté de faire imposer. Aujourd'hui, il est là. Alors, l'arrêté qui porte mon nom n'est pas une panacée. En tout cas, il a passé tous les obstacles juridiques. Hein. Je dis toujours, passé tous les tribunaux, la Conseil d'État, la Cour de justice européenne. Il n'y a qu'au pape qu'on n'a pas demandé son avis. Donc, je pense que s'il devait le donner, j'aurais l'absolution. L'arrêté serait validé également. Et donc, cet arrêté est bétonné juridiquement, et malgré qu'il soit bétonné juridiquement, il est même dans le contrat de gestion qui lie l'État fédéral à Bruxelles Airport. Eh bien, malgré ça, on a un État fédéral qui dit « je ne respecte pas cet arrêté ». Parce que cet arrêté est nuisible au développement économique, enfin prêchi-prêcha. Ça, on me dit depuis 15 ans, et depuis 15 ans, fort heureusement, et je m'en réjouis, le développement économique de l'aéroport se poursuit, le nombre de passagers a augmenté de 6% entre 2016 et 2015, donc ça va bien, mais chaque fois on nous dit « ouais, mais non, on perd des emplois ». C'est de la foutaise. Certes, il y a des compagnies qui nous quittent, mais il y en a d'autres qui reviennent. Certes, il y a des pertes d'un côté, mais globalement, ils continuent à avoir un gain. Et donc, cet arrêté n'est pas un obstacle. Certaines compagnies le prouvent. Ryanair dit il est possible, c'est eux qui disent il est possible de diminuer les nuisances sonores et de respecter l'arrêté.
Mais on ne veut pas écouter Ryanair. Eurowings a fait une information, pas plus tard qu'hier, pour dire qu'ils allaient faire l'effort d'investir dans des avions beaucoup plus bruyants. Et ils ont dit, c'était moins bruyant, pardon. Mais ça, c'est la déformation. J'en ai vu tellement depuis 20 ans, vous imaginez que... n'y croient même presque plus, des avions moins bruyants, et ils ont dit, c'était dans l'article hier dans l'Écho, qu'ils se faisaient fort de respecter l'arrêté. Donc c'est possible. Comme il est possible d'organiser les procédures de vol, comme il est possible d'allonger un peu la piste, il est possible de faire ça. Encore faut-il la volonté de le faire. Et c'est là aussi, dans cette affaire-là, le mépris que d'aucuns ont pour Bruxelles. Le mépris à l'égard des Bruxelles. Vous êtes survolé, vous pouvez être bien content d'être survolé. Et alors on vient avec des arguments. Vous ne prenez pas l'avion, vous donc on est presque coupable de dire je rentre dans un avion. Donc, enfin, c'est absurde, quoi. Hein. Est-ce qu'on dirait cela aux nafteurs qui viennent avec leur voiture en disant vous polluez, pourquoi bon, on n'oserait pas dire ça. Hein. Eh bien, nous, on nous dit vous prenez bien l'avion. Donc, on est vraiment dans le blocage le plus total. Bah, écoutez, moi je pense qu'il faut être serein. Et le gouvernement est serein. Mon arrêté a été mis en stand-by pendant 10 ans au niveau régional. Je le regrette. Et pourtant, la compétence, après moi, était entre les mains d'une écolo. Elle n'a rien trouvé de mieux que de ne pas de geler cette période de tolérance. Aujourd'hui, on applique l'arrêté. C'est normal. Est-ce qu'on peut demander autre chose à un ministre d'appliquer la loi? Nous, on applique la loi. Eh bien, nous appliquons la loi et nous appliquerons la loi. Et ça n'est absolument pas contraire au développement économique. Est-ce que ça fera que vous n'entendrez plus jamais le bruit d'un avion? Non, évidemment. Ça, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas tomber dans la démagogie. Il faut accepter, puisqu'on est situé, il faut accepter un certain nombre de nuisances. Mais ces nuisances doivent être maîtrisées, doivent être diminuées au maximum et faire en sorte qu'elles deviennent acceptables et qu'elles soient gérées équitablement. Il n'est pas normal que 80% des survols se fassent sur Bruxelles et que volontairement on évite un certain nombre de zones. Par exemple, là où habite la famille Van Rompuy, on a organisé des routes pour ne plus survoler la famille Van Rompuy. C'est une réalité, ça. Tobac, un jour, il est venu, il a tapé sur... Moi, je ne veux plus qu'on survole Leuven. Eh bien, on ne survole plus Leuven. Et quand les Bruxellois disent on ne peut plus survoler de manière intensive tout Bruxelles en l'aspergeant, on nous dit qu'est-ce que c'est, vous êtes arrogant, vous ne vous rendez pas compte, vous mettez en cause le développement économique. Et donc voilà, il faut tenir bon là-dessus, et notre formation politique l'a toujours fait depuis, c'est nous qui sommes à la base. Mais ça, je le dis bien, mon arrêté ne va pas tout résoudre, mais va rendre, je veux dire, acceptable. Acceptable au regard de quoi? Au regard des normes de l'Organisation mondiale de la santé. Donc pas par rapport au silence. Là, le silence, non. Mais on vit en ville, on doit accepter un certain nombre de nuisances, mais on doit avoir le sentiment que ces nuisances sont gérées le plus efficacement possible vers la baisse et qu'elles sont réparties le plus équitablement possible. Et quand on aura fait cela, on aura avancé d'un pas de géant. Y a-t-il une volonté pour le faire? Moi, je suis toujours un bon garçon. Je crois que le nouveau ministre de la Mobilité n'est pas un mauvais type. Je le connais d'ailleurs personnellement. Je crois qu'il essaye de faire quelque chose, mais très objectivement, il y a en face de lui des partenaires qui disent « On ne bespreekbaar, hein, on n'envoie pas un avion supplémentaire sur la Flandre. » Et donc, voilà le problème. Eh bien, tant qu'ils sont dans l'onbespreekbaar, eh bien, nous, on sera dans l'application stricte de mon arrêté avec les sanctions à la clé. Et vous allez voir, les sociétés elles-mêmes vont commencer à faire pression sur l'État fédéral. Quand Ryanair dit « mais pourquoi ?» Je ne le savais même pas. Pourquoi est-ce qu'on me demande de décoller au milieu de la piste? Alors qu'il pourrait décoller au bout de la piste, et donc, forcément, il prend de la hauteur plus vite, et donc, forcément, les nuisances sonores au sol sont moins ressenties. Et il peut tourner à gauche, tourner à droite pour éviter les zones. Tout ça est techniquement possible. Et quand Belgocontrol dit non, on ne veut pas, soi-disant parce que ça va diminuer la fréquence de décollage, ce qui est totalement faux. Voilà, des données qui montrent que dans certains aéroports qui ont une piste en moins qu'à Bruxelles, ils ont une activité aéroportuaire qui est plus importante. Donc voilà, c'est une question de bon sens et de volonté. Didier était aussi ministre de la Santé.
C'est vrai qu'on a travaillé à deux sous la 6e réforme de l'État sur ses conséquences et à nier que finalement le refinancement de Bruxelles obtenu par les négociateurs francophones est pratiquement mangé par l'insuffisance des moyens qui ont été transférés. Alors en tant que ministre de la Santé, ça c'est le premier aspect, je voudrais que tu nous éclaires par rapport à ça. Tu es malheureusement le mieux placé pour savoir que le compte n'est pas tout à fait bon. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tu as lancé avec beaucoup de succès une grande opération qui s'appelle le plan santé bruxellois, où tu as convoqué dans une démarche participative remarquable et qui a rencontré beaucoup d'intérêt auprès d'une série de partenaires, associatifs, mutualistes, syndicats, médecins et autres. Un succès assez remarquable parce que ces gens-là dégagent du temps, et ils l'ont fait, pour consacrer du temps à une espèce de superstructure, c'est assez rare. Ça a rencontré un énorme succès, ça a suscité beaucoup d'espoir. Pour le moment, je sais qu'il va redémarrer, mais enfin je pose quand même la question par rapport à ça, et ça te permettra peut-être de développer aussi ce que tu souhaites mettre dans ce plan de santé bruxellois, en y intégrant, parce que je sais que tu y es particulièrement sensible, par rapport à la carence médicale dans les quartiers. Qu'est-ce que tu vises comme objectif par rapport à un autre dossier sur lequel on a travaillé et qu'on a appelé le Papi et Mamie Boom. Donc on a une chance en région bruxelloise, c'est qu'on a une population plus jeune. Mais on ne va pas échapper quand même à un phénomène de vieillissement de la population, et nous sommes déjà 2 ou plusieurs à y participer. Donc par rapport à ça, par rapport à une série de politiques dans les quartiers, je voudrais savoir ce que tu comptes développer. Je voulais parler de la nuisance de la pollution de l'air à Bruxelles, qui est créée par, je crois, plus de 300 000 voitures de navetteurs qui viennent tous les jours à Bruxelles, avec chaque fois une personne. Alors il y a quelques années, enfin même 2 décennies, j'avais été visiter une amie en Californie. Sur les autoroutes, une voiture avec une personne doit toujours rester sur la bande de droite, derrière le camion ou les choses comme ça. Et à partir de 2 ou 3 personnes, on peut prendre la 2e ou la 3e voie. Alors, ne serait-il pas utile qu'on fasse quelque chose à ce niveau-là? Il y a eu un incendie sur l'autoroute Herman de Brou dans ma commune. Et ça a été l'occasion pour moi d'imposer une ligne de bus pendant à peu près 10 ans, donc séparée. Avant, il y avait 3 bandes. Il y avait une ligne de bus, taxi, voiture collective, etc. Bon, et 2 bandes. Pendant à peu près 10 ans, cette ligne de bus est restée simplement présente à l'entrée de Bruxelles. Aujourd'hui, elle va jusqu'à Wavre. C'est très bien. C'est effectivement dans ce sens-là qu'on doit aller. Évidemment, en région bruxelloise, on n'a pas beaucoup de tracés, puisque les quelques autoroutes que l'on a pénétrantes, j'ai plutôt, moi, l'objectif de les réaménager en boulevard urbain plutôt qu'en autoroute, ce qui est d'ailleurs une réponse d'ailleurs à la lutte contre la pollution, mais évidemment de ne faire ce grand aménagement que lorsque enfin l'Arlésienne sera une réalité, c'est-à-dire que le RER sera effectivement là, puisqu'on nous le promet depuis 2002. Maintenant, on nous le promet depuis en 2028. À côté de ça, sur la pollution, vous devez savoir que lorsque j'étais ministre de l'Environnement, et j'en rage, en 2002, je me souviens, j'ai fait la une d'ailleurs du soir, Bruxelles a imposé au niveau des 3 régions du fédéral, je me souviens, le secrétaire d'État à l'Environnement n'était autre qu'un jeune novice en politique qui était Magnette, et nous avons pu imposer le fait de créer une zone de basse émission en région bruxelloise. Une zone de basse émission, c'est quoi? C'est à terme inciter évidemment à éviter l'usage de véhicules polluants, très polluants, à encourager évidemment une certaine rotation du parc automobile. Cette zone de basse émission, hélas, elle a été enterrée pendant 10 ans par le gouvernement bruxellois suivant. Encore une fois, je le dis, sans faire de la politique, mais c'est la réalité, par écolo. Aujourd'hui, le gouvernement actuel l'a réinscrit à son programme et il y aura une zone de basse émission qui commencera à exister en 2018 et qui progressivement, bien entendu, on ne peut pas changer le charroi automobile d'un jour à l'autre, il faut être responsable, ça représente quand même évidemment de l'argent, mais donc progressivement, on va vers un modèle qui est
revendiqué par l'Europe depuis 1998. Donc quand je dis ça en 2002, je n'ai pas été un génie, je n'ai pas inventé le fil à couper le beurre. Ça existait à Munich, ça existait à Berlin, ça existait à Hambourg, etc. Les villes allemandes étaient, et les villes suédoises étaient en avancée. Aujourd'hui, Paris vient de mettre en place, eh bien, nous allons mettre en place cette zone de basse émission qui doit considérablement améliorer, je dirais, la qualité de l'air. Et si nous ne faisons pas ça, nous allons tout simplement être condamnés par l'Europe. Parce qu'effectivement, depuis 2012, nous sommes sous la menace d'une condamnation parce que la région bruxelloise n'a rien fait en matière de pollution de l'air. Et donc, nous mettons en place cette zone de basse émission qui sera une réponse, ce n'est pas la seule, mais une réponse par rapport à un facteur polluant important qu'est le nombre de nafteurs. Lorsque on aura fait cela, lorsque on aura réaménagé l'entrée des villes en boulevards urbains et que nous aurons le RER, eh bien les nafteurs n'auront plus de raison de dire non, moi je continue à venir en voiture. Ça ne veut pas dire que je suis hostile à la voiture, ça veut dire que ceux qui ont la nécessité d'avoir une voiture et de venir avec leur voiture, et ça existe dans un certain nombre de professions, évidemment qu'il ne faut pas les mettre des barrières et les empêcher, mais soyons honnêtes, il y a trop de gens qui prennent leur voiture et qui viennent en ville par simple complaisance, parce qu'ils aiment bien entendre la Wi-Fi tout seuls dans leur voiture, etc. Et ils se foutent de l'impact que ça peut avoir, que ce soit en termes de stationnement ou de pollution. Eh bien, ces comportements ne sont pas des comportements acceptables dans une société. Et donc, il faut que le politique mette un cadre pour faire en sorte que chacun utilise le mode de déplacement qui est le plus approprié par rapport à leurs besoins, mais aussi par rapport à l'impact que ça peut avoir sur la société. Donc, je ne suis pas un anti-bagnole. Je ne dis pas tout le monde va venir en vélo depuis Malines à vélo jusqu'à Bruxelles, ou demander à n'importe qui de ne se déplacer qu'en vélo ou à pied. Je ne suis pas dans ce débat idéologique, mais incontestable, il y a trop de bagnoles. C'est lié aussi à une fiscalité qui est quand même très favorable aux voitures de société. Merci Michel de l'aborder, le problème de la santé, mais je vais être quand même très bref parce que sinon je vais vous lasser. Effectivement, la 6e réforme, non seulement est centrifuge, je ne vous l'ai pas dit, mais elle est perverse sur le plan budgétaire. Relisez tous vos articles. On nous avait dit la 6e réforme, ça règle tous les problèmes institutionnels. Il y a à mon œil, on a vu ce que les déclarations de la NVA, et on nous a dit et tout le monde va y gagner. Ça déjà, je n'ai jamais cru, sauf à Jacques Martin, à ce type de slogan. Aujourd'hui, la 6e réforme de l'État, allocation familiale, soins de santé pour les personnes âgées, puisque ça aussi, il n'y a plus de système unique et fédéral. Hein. On n'est pas soigné de la même manière pour les personnes âgées en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. En France aussi, sans doute, mais enfin, ce n'est pas un autre pays. Hein. Et donc, oui, il y a des centaines, ça va nous pénaliser de dizaines de millions. Donc, la 6e réforme va nous coûter très cher. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Et c'est ce que nous avons tenté de faire, c'est d'être le plus performant dans à la fois la qualité médicale et la diminution du shopping médical. Car incontestablement, il y a un shopping médical qui est le fait des citoyens et qui est le fait aussi de certains médecins qui, oui, il faut bien, qui sont complaisants, un peu trop complaisants. Et donc, on a créé le réseau santé, les 3 régions ont créé le réseau santé. Le réseau santé, c'est quoi? C'est de mettre en connexion tous les hôpitaux, tous les médecins, tous les personnels de la santé et les patients, de façon à avoir un dossier médicalisé, sécurisé bien entendu pour empêcher que n'importe qui y ait accès, mais pouvoir faire en sorte que quand vous allez vous casser la pipe, et on ne vous le souhaite pas, en Ostende ou à Arlon ou même à Bruxelles, et que vous êtes incapable de donner un certain nombre d'éléments sur votre santé, pouf, tac, 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 on a la vision, on sait ce qu'on peut faire, on ne multiplie pas les actes techniques inutilement pour faire tourner aussi le business des hôpitaux, et ça, on sait aussi que c'est une réalité, un scanner et un deuxième scanner, etc., etc. Et l'objectif n'est pas la qualité du patient, c'est le rendement que cela représente. Avec le réseau santé et le dossier médical, cela ne sera plus possible, et il sera évidemment possible de sanctionner des hôpitaux, des médecins qui abusent de médicaments, de traitements X ou Y qui sont aussi très coûteux à la collectivité. Là où nous avons été, je pense, très malins, c'est que la Flandre et la Wallonie ont mis des réseaux santé et ils ont construit, c'est tout un logiciel, sur base des normes belges, normes informatiques belges.
Et nous nous sommes dit, ici à Bruxelles, mais si on fait ça, on ne va pas se distinguer. Et moi, je pars du principe que ce système est intéressant, mais il doit exister demain au niveau européen. Si je me casse la pipe chez mon ami Philippe à Marseille, j'aimerais bien qu'aussi on puisse avoir accès à mon dossier médicalisé et qu'on puisse dire « Ah, tu là, attention, il est allergique à ça, il a eu telle opération, il est ceci, et, parce que je ne peux pas m'exprimer. » Et donc, on peut avoir le bon diagnostic. Et c'est la raison pour laquelle la région bruxelloise a de suite imposé de construire son système autour de normes internationales. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes compatibles, nous, avec d'autres pays qui ont adopté les normes internationales comme la France. Et ce qui fait que l'Europe vient de consacrer notre réseau de santé bruxellois comme un projet pilote parce qu'à l'échelle d'une grande ville, nous sommes l'expérience la plus aboutie sur le plan européen. C'est la raison pour laquelle nous venons maintenant d'entrer dans une plateforme avec plusieurs régions ou pays pour pouvoir échanger les bonnes pratiques, ce que la Flandre et la Wallonie ne font pas parce qu'ils n'ont pas les normes. Et c'est ce qui fait également que, pas plus tard que la semaine passée, nous avons reçu d'Agoria l'award de la best technologie, de la meilleure technologie, qui est aussi porteur de développement économique, parce que ce réseau santé-là crée des big data, des données qui peuvent être appliquées dans le respect de l'anonymat, évidemment, puisque je parle de big data, et peuvent permettre l'émergence de nouvelles applications, des applications qui vont être autant de progrès sur le plan social et médical. Troisièmement, tu évoques, on a un problème de généralistes à Bruxelles, donc, et le problème de pénurie généraliste n'est pas le même dans tout le territoire. Il est probablement pas criant dans nos communes, mais il est du côté de Molenbeek, par exemple. Et donc, on va maintenant faire des stratégies par quartier, identifier où il y a une insuffisance de généralistes, de façon à éviter que les gens se passent d'un médecin de famille. Le grand problème aujourd'hui, c'est qu'on va trop rapidement à l'hôpital, on va trop rapidement chez le spécialiste, ça crée des surcoûts. Il est intéressant pour la santé publique d'avoir un médecin généraliste qui tient votre dossier, qui vous assiste, qui bien entendu vous envoie chez les spécialistes lorsqu'il faut vous envoyer chez les spécialistes. Donc là, il y a tout un travail qui est aujourd'hui mené. Et enfin, sur le papy boom, tu as raison de dire qu'il n'y a pas d'urgence en région bruxelloise jusqu'en 2025. Décidément, c'est une date fétiche, où là, il y aura un manque de lits de grande dépendance, c'est-à-dire pour les personnes âgées qui sont dépendants et donc ne peuvent pas vivre autrement qu'en institution. Et donc, là aussi, nous avons pris nos responsabilités, c'est de faire un moratoire. Il va être présenté au Parlement, prépare-toi, dans 15 jours, puisqu'il est adopté définitivement au gouvernement, et donc vous allez avoir l'occasion de voter cette ordonnance, un moratoire, chose que DEFI demande avec Michel depuis des années, un moratoire. Pourquoi ? Parce qu'il y a aujourd'hui en région bruxelloise 2320 lits qui sont des lits MR, rien à voir avec le parti politique, mais des lits maisons de repos, c'est-à-dire de faible dépendance, alors que nous avons surtout besoin de lits médicalisés. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, évidemment, le secteur privé s'accapare et s'est accaparé de ces lits, fait un développement commercial de ces lits MR, mais qui coûte évidemment à la collectivité, qui empêche le développement de soins à domicile et de l'autonomie, parce que l'objectif, c'est de faire en sorte que les personnes âgées restent le plus longtemps possible à domicile, mais pour ça, il faut des moyens. On ne peut pas à la fois développer des moyens dans les institutions et développer des moyens en soins à domicile. On doit donc bloquer l'émergence de lits MR, c'est le moratoire, on va le bloquer, et on va obliger la reconversion de ces lits en lits MRS, parce que là, il y a une demande à l'aube de 2025. Voilà la stratégie qui va être adoptée, j'en suis convaincu, dans les jours prochains par le Parlement. Voilà, je pense que la santé mériterait un débat en soi.